j'ai fait Suzuka, j'ai fait Okayama et j'ai terminé par Motegi. Motegi que j'ai jamais fait. Je vais faire les plus gros circuits du Japon. Tous les circuits utilisés par le Super GT, je vais les faire. Je vais tourner dessus comme un âne en voiture et je vais tous les faire sur un an. Pour moi, il en manque un dans les circuits incontournables japonais. Bah Tsukuba, ouais, je sais. Ouais. Mais Tsukuba, j'ai déjà fait plusieurs fois. Bah, c'est le mec, il est là, ouais, Tsukuba. Ouais, Tsukuba, c'est que dalle, c'est bon. Tsukuba, ouais, j'ai déjà tourné. Non, mais c'est vrai, j'ai déjà tourné 3 fois dessus, mais il faut que j'y retourne. Ouais. Tsukuba, là, pour la petite histoire, la première fois que j'ai roulé dessus, j'ai pleuré. Ah ouais, ça m'étonne pas, c'est un délire. J'imagine ce que tu peux ressentir avec ça. Et je suis parti, on a fait 6-7 tours. Il y a eu un drapeau rouge, je suis rentré, on s'est mis dans les pits. Mon pote Taro, que je t'ai dit, un que je considère comme mon ami, qui était là, il est venu me voir, il me dit ça va et tout. Je l'ai regardé, j'ai roulé à Tsukuba et j'ai pleuré. C'était un truc fou, hein. C'était un truc fou. Non, mais je te comprends très bien, c'est incroyable. Un Français avec sa Civic SB1, je crois, qui avait quitté la France, qui avait foutu un drapeau français sur le capot, tout ça pour aller rouler au Japon et particulièrement à Tsukuba. On va chercher sa voiture au port à Kobe. Sylvain et moi, on part, monsieur bricolage, enfin japonais à côté. Moi, j'achète deux bombes, une de bleu, une de rouge. On monte en garage, on fait bleu, blanc, rouge, on fait c'est bon. Ah, c'était pas des autocollants? Non. Oh, les sauvages. On a fait ça. On a planté la guitoune dans le circuit de Suzuka, juste à l'entrée sur le tunnel. Maintenant, c'est tout bon, là, si tu veux. Hein. Mais à l'époque, il y avait un petit bout d'herbe et on a dormi dans le circuit, si tu veux, dans l'enceinte. Et donc le matin, bon, je te la fais vite, on roule à Tsukuba, moi je roule avec la S14, lui roule avec la SB. Et ensuite ça s'est enchaîné, on n'a pas fait que ça. Hein. On est remonté donc sur Sendai, on est allé à Island qui était fermé, on est allé à Sugo, il a roulé à Ebisu aussi, pendant le Drift Matsuri, donc il était classé pendant le Drift Matsuri à rouler à Ebisu. On a passé quelques jours à Sendai bien évidemment, parce qu'on a des amis en commun là-bas. Hein. Ouais. Et puis on est repassé la côte ouest, on est passé sur Niigata. C'est quoi le circuit Niigata, je sais plus. On a fait tout le tour sur Kyoto. Je sais pas, c'était 2 semaines pour le trip et c'était juste extrêmement. C'était un des meilleurs souvenirs de ma vie. C'est sûr. Et avec les 4 affreux. Il l'a rapatrié en France après la voiture? Ouais, on l'a renvoyé. Ouais. Okay. On l'a renvoyé, pareil. Je sais plus si c'était dans le magazine ou si c'était sur sa page. Il me semble qu'il avait un blog ou quelque chose comme ça, une page Facebook. Mais il disait quand même que pour cet événement, il avait fait all-in. Il avait tout mis sur la table pour se payer ça. Sûr, ouais. Et c'était quelque chose. C'était l'événement de sa vie, quoi. Ah bah bien sûr. Vrai que... Puis même, je pense qu'il s'en rend pas. Enfin, peut-être qu'il s'en rend compte, mais bon. Pour nous aussi, c'était l'aventure de notre vie. Moi, c'est l'aventure que j'ai fait de ma vie, c'est sûr et certain. C'est 2 semaines. Incroyable. Enfin, on a passé 3 mois ensemble, si tu veux, mais c'est 2 semaines de road trip avec les 2 voitures, les galères, les soucis mécaniques, les endroits qu'on a visités, les gens qu'on a vus, la guitoune tous les soirs, sous la flotte à Nikko, on se réveille avec de l'eau partout, on puait, on passait nos journées dans les laveries automatiques à sécher les trucs. C'était une aventure. Ouais. Moi, c'est Julien.com. Vous venez de lancer mon tout nouveau podcast, Garage.com. Garage.com, c'est le podcast des anecdotes automobiles. Pilotes, influenceurs, photographes, écrivains, découvrez les passionnantes aventures de nos invités, tous acteurs de leur passion pour les engins motorisés. Le podcast est également disponible en version audio seule sur toutes les plateformes de streaming. Après votre écoute que j'espère captivante, je vous invite à liker et laisser un commentaire. Vous pouvez également repartager, cela contribue énormément à la visibilité du podcast. Ah, une dernière chose, vous pouvez me suivre sur Instagram pour plus de contenu exclusif. #julien.com. Bon visionnage. L'intérêt de ce magazine quand même, c'est que ça t'a permis de créer un réseau assez incroyable, pour le coup. Ah ouais, mon pote, je te montre les cartes de visite que j'ai. Je crois que je vais avoir 4 catalogues de cartes de visite comme ça. Et dans un domaine ultra ciblé qui t'intéresse, donc les opportunités par la suite, ou même à l'instant T, elles doivent se provoquer beaucoup plus facilement. Est-ce que grâce à ce réseau, tu as réussi à rebondir à la suite de ce magazine? Bien sûr, ouais. En fait, donc pour la petite histoire,
Si tu veux, il y a eu le tremblement de terre, le grand tremblement de terre de 2011, et j'étais à Sendai. Et Sendai, c'était à côté de l'épicentre, hein. Ouais. Donc, ça a été frappé très durement. Beaucoup de shops ont disparu, la plupart de mes potes ont perdu leur voiture dans le tsunami, et c'était de plus en plus dur de trouver des sujets sur place. Donc plusieurs fois je suis allé sur Tokyo, une ou deux fois sur Osaka, et on s'est rendu compte que ça coûtait beaucoup d'argent et qu'il serait peut-être mieux pour moi de déménager. Comme je suis pas un grand fan de Tokyo, je suis parti sur le Kansai, donc sur Osaka. Donc j'ai vécu 2 ans comme ça sur Osaka, mais la vie était plus chère. Comme je disais tout à l'heure, mon salaire a fait que baisser en fait depuis le début. Il était déjà pas bien gros parce qu'on se donnait au ras des pâquerettes au début, hein. Ça a été un peu difficile, mais bon, j'étais sur place, ça m'a permis de faire de nouvelles connexions. Et un jour, sur un événement, j'étais avec Dino, le photographe Speed Hunters, et un mec de chez Work, Wheels, vient nous voir. Il nous dit: Ouais, les mecs, un jour, venez chez nous, je vous montrerai les usines, vous pouvez faire un article sympa pour Speed Hunters et pour AutoWorks. On s'est regardé, on a fait: Bah vas-y, c'est parti. Donc quelques mois plus tard, on se retrouve tous les deux à Osaka et on visite le QG de chez Work. Il nous emmène à l'usine à Sakai, il nous emmène à l'usine Okayama. Et là, je fais: Ah ouais, ok, je comprends pourquoi les gens sont chers, enfin, c'est vraiment cool. On fait plein de belles photos et tout, et c'était super sympa. On est resté en contact comme ça, et donc en parallèle, pour moi, il y avait toujours le magazine, et en parallèle de ça, de temps en temps, il me demandait un coup de main pour des photos. Donc je faisais 2-3 shootings comme ça pour à droite à gauche. Et si tu veux, on était fin 2000, je sais plus, je l'ai noté parce que la mémoire, moi, tu sais. C'était fin 2012, je crois. J'étais arrivé à un point de vue financier où c'était plus possible. J'avais dû vendre la voiture que j'avais une G6. Non, pardon, parce que j'avais pas de G6. J'avais une S14, je l'ai vendue. En plus, c'était même pas à moi, mais bon, c'est celle que je roulais. Je roulais en K-car. Donc, si tu veux, pour la rédac chef d'un magazine de voitures de sport et tout, tu roules en K-car. Bon, j'en ai pas trop parlé de ça à l'époque, hein. Rappelle, les K-cars, c'est des toutes petites voitures Voilà, japonaises. ouais. Voilà, ouais. C'est pas voiture sans permis, mais c'est presque ça. Ouais, c'est entre les deux, ouais. Ouais. Et du coup, c'était pas très flatteur, quoi. Mais bon, c'est un peu tendu, et je me suis dit: Bon, bah voilà, c'est peut-être le moment de rentrer. On est marre. Je vivais très difficilement. Enfin, j'étais seul. J'avais quitté Sendai où j'avais tous mes amis, et à Osaka, ça a été un peu plus dur pour moi de refaire des connaissances vraiment amicales. T'avais Euh, je- t'avais pas femme ni enfant à cette époque-là? Ah non, 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 j'étais seul au monde, hein. Ok. Mais vraiment seul au monde, ouais. Ouais. Et comme Osaka, je connaissais personne, c'était dur, ouais. Et puis donc, tu vois, l'hiver, je me chauffais vraiment au minimum. Les repas, c'était des pâtes au sel. Et puis quand j'avais un peu de chance, bah, il y avait un peu plus de sel, quoi. Mais c'était Ouais, c'était ça. la galère, quoi. Ouais, c'était un peu dur. Et à un moment, je me suis dit: Bon, vas-y, j'ai pas envie de continuer à vivre comme ça. Mentalement, c'est difficile aussi. Je vais rentrer. Et un jour, sur un shooting pour Work, comme ça, un one shot, un des mecs me dit: Putain, mais ça t'intéresserait pas de faire des photos pour nous à plein temps? Je dis: Bon, moi, ouais, hein, ça me dirait bien. Carrément. Et en fait, si tu veux, c'est resté un peu une discussion en l'air comme ça. Et un jour, sur un événement, donc je couvrais le Super GT à Suzuka, il y avait un stand Work, et un des mecs sur place me dit: Tiens, JC, est-ce que tu pourrais pas nous faire une photo du stand, sympa, parce qu'on était là, t'as l'appareil et tout, et comme ça, on pourrait l'utiliser pour nos réseaux sociaux ou pour partager, etc. Je dis: Ok, pas de souci. Donc, je fais une photo du stand. J'avais les flashs, donc je mets les flashs, je l'éclaire un petit peu bien, elle était un peu sympa. Et en fait, la photo tourne en interne, et elle atterrit sur le bureau du patron. Le patron la voit, et ils n'avaient pas trop l'habitude des photos un peu comme ça au Japon, éclairées, un peu travaillées, si tu veux. Il a vu la photo, il a fait: Ah ouais, non, ce mec-là, il faut qu'il bosse pour nous. Et c'est comme ça que j'ai eu une offre officielle quelques semaines plus tard. On m'a dit: Voilà, si ça t'intéresse, deviens notre photographe officiel, si tu veux. Enfin, officiel en tant qu'employé, hein. Ouais. Et c'est scellé dans un petit restaurant de sushi avec le patron, sa fille, qui aujourd'hui est devenue patronne parce que lui, il a disparu, malheureusement. On était tous les trois dans un petit restaurant de sushi à côté de chez lui, et ça s'est fait comme ça, ouais. Il m'a regardé, il m'a dit: T'as envie de bosser pour nous? Je dis oui. Il m'a dit: Bon, bah, c'est parti. Génial. Ah, Génial. ah ouais, ouais. Donc là, ça t'a permis de rebondir un petit peu, de souffler un petit Bah, peu financièrement. ouais, bah, ouais, carrément. Même pas rebondir, ça m'a permis de changer de trajectoire, parce que moi, la case, c'était Retour France, et c'était pas vraiment ce que je voulais non plus. Mais donc là, avec un vrai salaire, avec la possibilité d'avoir un vrai visa, parce que j'avais un visa de journaliste, mais c'était toujours un peu, c'était un peu difficile.
vrai salaire, vrai visa, vraie couverture santé, parce que c'est important aussi, hein, quand tu es jeune, Oui. tu ne penses pas trop, mais quand ça commence à tourner, ben voilà. Donc oui, une vraie situation. Là, pour le coup, Et, je suis devenu, je me suis vraiment intégré au pays, si tu veux. J'ai à et plusieurs niveaux. le magazine, il en était où à cette époque-là? Le magazine, ben, il tirait toujours la langue. Ça a été très dur. Je sais qu'ils m'en ont voulu un petit peu, mais Ludo a compris Toi, tu as que complètement lâché le magazine. non, pas complètement. Non, non, non. Ok. Non, non, non. Je leur avais dit, voilà, je vais attaquer chez Work. Je pourrais plus faire de pige parce que c'est le truc qui me prenait le plus de temps, mais je vous ferai des photos. Et en fait, là où je me suis bien débrouillé, c'est que quand j'ai intégré Work, donc mon boulot, ça a été de faire du marketing, réseaux sociaux et photographe. Ouais. Quand je faisais des shootings de voitures, donc je prenais en photo les voitures, les jantes, etc., et je faisais toujours quelques extras, les intérieurs, les moteurs, que j'envoyais à AutoWorks. Par contre, bah, c'était à eux d'écrire l'article. Je leur donnais des infos, si tu veux, et c'est Sylvain derrière, il écrivait l'article. Il est très bon pour ça, donc ça faisait des super articles aussi. Mais donc, je ne les ai pas laissés tomber. Je ne les ai pas laissés Hmm. tomber, et ça a été, voilà, j'aurais pas pu de toute manière. Enfin, ça a été, c'était une partie de ma vie, c'était des amis plus que des coéquipiers de boulot, si tu veux. Hein. Hmm. Donc j'avais réussi à trouver cette manière de pouvoir les aider en photo, qui était la denrée la plus difficile pour eux à avoir du Japon, si tu veux. Hmm. Et on a fait ça pendant un bout de temps, hein. Bah, jusqu'à la fin, hein, quasiment. Bon, ça veut dire que il y avait beaucoup de jantes Works sur beaucoup de véhicules qui étaient dans les magazines. Et, ouais, et là, ouais. Mais ce qui est bien, c'est que, si tu veux, moi, donc ça me permettait de leur envoyer des photos. En contrepartie, eux, ils postaient une pseudo-pub pour Work. Ça faisait, toutes les voitures étaient équipées comme ça. Donc, Ouais. mes patrons, mes managers du côté Work, ils étaient super contents aussi. Et Hmm. j'ai fait ça pour d'autres magazines aussi. Hein. C'était pas que AutoWorks. Quand on a vu qu'il y avait un truc à faire un peu comme ça, nous, en tant que fabricants, si tu veux, on proposait des photos, des shootings complets sur certains magazines, en contrepartie de pubs, etc. Ou s'il y avait un distributeur, par exemple, dans un pays où on envoyait des photos, et bon, on leur disait, voilà, faites une pub gratuite pour ce distributeur, etc. Ouais, donc ça, en embauchant un Européen, ça a permis d'exporter un petit peu la marque, Ah, la bien rendre sûr, moins ouais. japonaise. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bon, enfin, l'été, ils n'ont pas eu besoin de moi pour sortir du Oui, Japon, oui, mais c'est vrai que ça ça a été alimentait un plus coup de facilement, boost, quoi. ouais. Ouais, ça a été un coup de boost, ouais. Déjà, eux, ils avaient du mal en interne à avoir des photos de voitures pour les catalogues et pour leur présentation, et trucs comme ça. Mais à l'étranger, il n'y avait rien du tout qui sortait. Donc, du coup, là, c'était d'une pierre deux coups. Ouais. Ah, ça t'a occupé combien de temps, ça, cette période Works? 11 ans. Ah, quand même! Bah, ouais. Et donc, du coup, en fait, si tu veux, je reviens un tout petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le troisième épisode dans ma vie, pour moi, qui a été tournant, c'est cette photo que j'ai faite à Suzuka, pardon. Cette photo toute conne que j'ai prise du stand, qui a tourné en interne et qui a tiré sur le bureau du patron, qui a dit il nous faut ce mec-là. C'est là où j'ai fait mon troisième virage, si tu veux, entre guillemets. Hein. Ouais, Et donc, ouais, 11 ans. 11 ans de chez incroyable. Work qui se sont arrêtés il y a quelques semaines. Quelques semaines seulement. Ouais. D'accord. Ça va, je t'en avais pas Tu... parlé, Non, c'est vrai. mais ouais, 11 ans avec Work, des aventures extraordinaires. Aller à droite à gauche dans les pays, faire des shootings de fou dans les déserts de Las Vegas. Enfin, tu vois, aller en Indonésie, faire des trucs là-bas, en Thaïlande, on faisait les tours de l'Europe. C'est des trucs extraordinaires, extraordinaires. L'industrie des jantes, et particulièrement des Ouais. jantes japonaises, est-ce que c'est encore Ouais. quelque chose qui est porteur ou est-ce que ça tire la langue? Parce que les manufacturiers, je pense Euh, qu'on dit comme ça aussi pour les jantes, mhm. ça devient presque commun aujourd'hui enfin, de créer ces jantes. Et je vois plein Ouais, ouais. de micro-marques à droite à gauche, aux Bien sûr. États-Unis, en Europe, au Surtout aux Japon. States. Ouais. Avant, tu voulais une marque de luxe, tu prenais des Volk, tu prenais des BBS, tu prenais des Works, tu prenais des choses comme ça. Maintenant, des jantes, il y en a, mais 15 000 marques différentes et chacun fait sa petite tambouille dans son coin. Donc, est-ce Ouais. que ce genre de grosses marques ont encore de l'avenir? Est-ce que c'est des entreprises qui vont toujours aussi bien? Non, il tire la langue, c'est la vérité. Ouais. Mais pas pour les raisons que tu viens d'énumérer. C'est pas tant parce qu'il y a de la concurrence, même s'il y a beaucoup de micro-marques qui sortent.
Notamment sur le marché local, elle perce pas parce que les gens veulent quand même faire confiance à une marque pour la qualité, pour le suivi, pour tout ça. Mais donc il y a pas trop vraiment cet aspect de concurrence vraiment, mais c'est plus une notion d'adaptation. Les compagnies japonaises de jantes et les compagnies japonaises de pièces aftermarket en général ont énormément de mal à s'adapter au marché d'aujourd'hui, au type de client d'aujourd'hui, au type de communication qu'il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ça qui les pénalise le plus, en fait. Moi, pendant des années, et c'est une raison pour laquelle j'ai arrêté chez Work, ça a été ma famille pendant 11 ans, hein, et je suis toujours en très bon terme avec eux. Mais pendant trop d'années, j'ai essayé de les pousser à faire des trucs plus modernes, à utiliser des outils plus modernes, sans passer, sans se décrédibiliser en faisant des trucs de jeunes sur TikTok, en dansant, quoi que ce soit, hein. Mais leur faire comprendre que, déjà, il fallait utiliser des outils qui leur permettraient d'être en face de plus de personnes, parce qu'au final, c'est ce que tu veux. Quand nous, on avait 20 ans, 25 ans, on n'avait pas d'argent, on rêvait de ce qu'on voyait. Et quand on a été un peu plus âgé, quand on a eu plus d'argent, eh ben on a acheté ça, si tu veux. Et Clairement. aujourd'hui, il y a un décalage de quasiment une génération qui se fait, hein. Aujourd'hui, les gens, les jeunes qui ont 18, 16, 18, 20 ans, ils rêvent de choses qu'ils voient et qu'ils achèteront peut-être dans 10, 15 ans. Mais aujourd'hui, si Mm. tu veux, les marques japonaises ont du mal à être devant ces gens-là, ont du mal à se faire voir par ces gens-là, et elles font pas rêver ces gens-là. Ils auront la puissance de frappe dans quelques années, si tu veux. Ouais. Donc du coup, moi, ça a été extrêmement dur de leur faire comprendre ça. Et au bout d'un moment, si tu veux, j'en ai marre de taper dans un mur, hein. C'était épuisant, hein. Je suis passé partout, hein. Si tu veux, au Japon, ils croient énormément encore au papier. Ils sont très papier, ils se renvoient encore des fax, et c'est pas une blague, hein. Ah ouais, ouais. Ah, carrément, ouais. Ok. Tu veux passer une commande dans un petit garage, t'envoies un fax, hein. Le mec, tu lui parles d'email, il dit non, mais non, je sais pas faire. Ils sont encore très papier, et ils dépensent encore énormément d'argent dans les pubs papier. Et en plus, moi, venant d'un magazine, je connais les chiffres. Je leur ai dit, vous savez combien vous dépensez, mais est-ce que vous savez combien de personnes voient ce que vous voulez leur montrer? Et ils disaient là, bah non, mais bon, enfin, on a toujours fait comme ça. Je dis, mais non, Ouais. tu peux pas. Regarde, fais un calcul. Je faisais des calculs, j'avais des tableaux tableurs, parce que tu peux pas leur dire juste, c'est ce que je crois au fond de moi, il faut me suivre. Je leur ai fait des tableaux, je leur montrais, voilà, si tu dépenses tant dans un magazine, enfin, le coût par vue, il va être en gros de ça. Si tu Mm. dépenses la même chose et que tu le mets en ligne, voilà, ton coût par vue, il est 50, 100 fois moindre. Ouais. Bref, se battre pendant des années comme ça, c'était un peu compliqué. Mm. Et au bout d'un moment, ben, Oui. l'énergie, elle commence à s'éteindre, hein, si tu veux. Bah, faut pas oublier que enfin, c'est des belles jantes, c'est incroyable. Ça reste des industriels et des usineurs à la base, hein. Ouais. Donc c'est quand même un milieu de bourrin, quoi. Donc s'ils s'entourent pas d'un Je vrai... dirais pas bourrin, mais c'est un milieu ancien. C'est un Ouais. milieu ancien. Et c'est ça aussi qui est un peu difficile, c'est que la plupart des personnes, des dirigeants, en tout cas dans ma boîte, ils ont un certain âge et c'est vrai que c'est difficile de leur faire changer de direction, ouais. Mm. Et ça, c'est vrai c'est vrai pas que pour les jantes, c'est vrai pour plein d'industries dans l'aftermarket. Il y a que quelques marques qui commencent à comprendre, comme Trust, comme HKS, Advan, qui ont embauché des vrais spécialistes de marketing, des vrais spécialistes qui comprennent un peu ce qu'il faut faire, qui évoluent et qui existeront encore dans 10 ans. Mais il y a beaucoup de marques japonaises qui n'existeront plus dans 5-10 ans. Ok, ok. Nous, Mm. pour l'anecdote, c'était il y a 2 mois, je crois, la dernière manufacture de jantes françaises qui a fermé. Voilà. Donc, on n'a plus C'était de... Je sais plus les le nom, trams, c'était quoi? je sais plus le nom mais j'ai vu cette info-là il y a C'est deux vrai? mois. Voilà, c'était la dernière. Mais c'est dur, hein, c'est très dur, Ah hein, ouais. c'est très dur. Je suis pas en train de dire que c'est facile et qu'il y a des trucs enfin, que c'est évident et qu'il faut le faire, et puis que si tu le fais pas, tu es complètement nul. Hmm. C'est très difficile. Il y a tellement Ah de ouais. bruit aujourd'hui en ligne, il y a tellement de choses à voir, que c'est extrêmement dur d'arriver à faire passer un message, ouais. Ouais, non, clairement, clairement. Ok, donc une aventure quand même assez riche au Japon. Ah ouais, là, oui, c'est moins en, qu'on puisse dire. en- en plein dans ta passion.
et même au niveau mondial, parce que tu as quand même pas mal voyagé. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je pense que je l'ai dit à personne. Ça s'est fait très très rapidement. Ça a été une décision qui a été prise en avril. Ah oui. J'ai été en contact avec un ami à moi avec qui j'étais au DUT, donc tu vois, ça remonte à 20 ans, qui est venu au Japon pour voir des clients. On a mangé ensemble. Et il est reparti en France. Il m'a recontacté quelques jours après. Il me dit, écoute, JC, je me rends compte qu'on a beaucoup de mal avec nos clients japonais, mais on sent qu'il y a un potentiel sur le territoire. On a besoin de quelqu'un sur place qui comprend le marché, qui comprend les mecs, comment ils fonctionnent. Est-ce que ça t'intéresserait pas de bosser pour nous? Et moi, ça faisait quand même un petit moment que j'essaie de trouver une porte de sortie pour Work. YouTube, d'ailleurs, ça a été une des options. Mais quand il m'a présenté le projet, j'ai fait, ah non, vas-y, je suis chaud. En fait, moi, ce que j'ai besoin, c'est de bosser pour un truc qui est motivant. Ouais. Un truc avec des gens autour de moi qui ont une vision, qui ont vraiment quelque chose de solide, qui voient vers l'avenir. Et j'ai trouvé ça dans la boîte pour laquelle il travaille, pour laquelle je travaille maintenant. Alors, pour te dire ce que je fais, en fait, je bosse maintenant pour une boîte française qui fabrique des convertisseurs électriques. Donc des convertisseurs DC-DC, DC-AC. Donc sur le papier, tu vas me dire, bon, il n'y a rien de super excitant. On commence à partir un peu sur du véhicule électrique et tu vas me dire, ouais, véhicule électrique, ok. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est donc cette boîte qui s'appelle Brightloop, elle a 11 ans. Elle a été créée par un génie, un mec, un techos, quoi, un ingénieur, qui a travaillé sur cette technologie de conversion de puissance, qui a développé des choses que personne n'a jamais faites, ce qui lui a permis en fait de faire des produits uniques que personne n'a jamais vus sur le marché, et qui a intéressé tout de suite le motorsport. Les mecs, quand ils ont vu ça, tu vois bien motorsport, c'est les mecs qui veulent des trucs petits, ils veulent des trucs puissants, ils veulent des trucs légers, et c'est ce qu'il avait réussi à faire. Donc tout de suite, il a été approché par des grosses boîtes, et depuis, ça reste un des corps de l'entreprise, et c'est un peu pour ça que ça m'attire aussi, c'était un peu l'aspect motorsport. Il fabrique toujours des produits qu'on retrouve dans les Formule 1, qu'on retrouve dans toutes les voitures, les hypercars du WEC, donc les voitures du Mans, hormis Toyota, mais toutes les autres, elles ont nos produits. Toutes les voitures de Formule I, après il y a plein d'autres séries, les Extreme E, les Extreme H, qui utilisent nos produits. En WRC aussi, on en retrouve. Mais donc voilà, donc la boîte un peu a ce background-là de produits extrêmement spécifiques pour la compétition. Ouais, il y a un vrai lien, quoi. Il y a un vrai lien, ouais. Et moi, c'est cet aspect-là qui m'a vraiment plu dans la boîte. L'aspect un peu... Déjà, ils ont une vision très claire, très précise de où ils veulent aller. On voit clairement que c'est sur un domaine qui a de l'avenir. Et ce lien avec le motorsport. Pour moi, ça m'a extrêmement séduit. Et c'est un défi, c'est un nouveau défi pour moi, c'est un nouveau domaine, c'est une nouvelle chose à apprendre. Et ça m'a extrêmement motivé. Bon, après, il y a toute une partie aussi de l'électricité de puissance, pardon, qui touche tout ce qui va être engin minier, aéronautique. Ils travaillent, pour ne pas les nommer, avec des boîtes d'armement françaises, américaines, donc du très haut niveau, si tu veux, quoi. Et c'est sympa d'un peu de gravité un peu dans ce niveau-là. Surtout moi qui, on va peut-être en venir, je ne sais pas si on a le temps et tout, mais moi qui adore la compétition, qui m'intéresse aussi un petit peu à un niveau un peu plus élevé que le niveau amateur, c'est un peu aussi pour moi, j'espère, une porte pour pouvoir avoir accès à ces choses-là qui me font aussi rêver. Ouais. Eh ben, génial. Eh ben, on te souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure. Merci, ouais. Que j'espère plus stable financièrement et qui te permette de te projeter dans l'avenir. Ouais, bien plus. Pour aborder d'autres points effectivement de ton présent, la partie job c'est faite. Il y a un point vraiment moi que je relève, c'est je pense 2 dernières années, peut-être que je me trompe, c'est YouTube. T'as mis un sacré coup de collier sur YouTube. Ouais. Raconte-nous un petit peu quel est le projet, quelle est l'ambition derrière cette chaîne YouTube et quelles sont tes visions pour l'avenir. Alors YouTube, ça a commencé où c'était juste mon répertoire où je pouvais avoir mes on-board en ligne. Ouais.
quand je faisais des on-board, que je voulais pouvoir les voir ou les montrer à quelqu'un pour l'analyse, la conduite, etc., c'était le meilleur moyen de les avoir d'avoir quelque part et facilement d'accès. Mm. Donc au début, c'était ça. Donc c'était vraiment pas intéressant et c'est pas un truc que je poussais spécialement. Ce qui est arrivé quelques années après, c'est on a eu un gros typhon sur la partie ouest Japon. Et mon meilleur pote Jules, là, avec qui je roulais tout le temps avec lui, si tu veux, il roulait en EK9. Le toit de son voisin en fait s'est envolé et a écrasé sa voiture. Et donc du jour au lendemain, il avait plus de voiture. Moi, j'avais personne avec qui rouler. Et moi, si tu veux, si je roule tout seul, ça m'intéresse pas. J'aime rouler avec des potes, j'aime partager les choses. Et là, c'était un peu un stop pour moi, quoi. C'était très difficile. Et je me suis dit, ok, bah écoute, il faut se motiver, il faut faire quelque chose. Et ce que j'avais très peur, c'est de me lancer dans un projet et d'arrêter au milieu. De me dire, ouais, mais bon, là, c'est trop compliqué, ou j'ai pas trop le temps. Tu sais, c'est mon excuse à moi, ça, j'ai pas trop le temps. Ça coûte un peu trop cher, voilà. Et je me suis dit, si je fais des vidéos, et faire de la vidéo, en fait, c'est un truc que j'adore depuis que je suis ado. Hein. Je faisais énormément de vidéos aussi quand j'étais ado. Vidéos de skate et des vidéos de snowboard, trucs comme ça. Donc j'ai un peu cette fibre aussi à l'intérieur de vidéo qui est là. Je me suis dit, si je fais des vidéos et que j'annonce un peu ce que je vais faire, je pourrais plus trop faire marche arrière. Donc je me dis, voilà, ça va être un truc sur lequel je vais pouvoir m'aligner et me dire, voilà, j'ai pas de compte rendu à faire, mais il faut que je respecte mes engagements. Et j'ai commencé comme ça, je me suis dit, vas-y, tant qu'à faire aussi un truc un peu sympa, je veux que ça reste autour de l'automobile, du circuit, mais je veux que ce soit un petit peu plus scénarisé, que ça soit sympa à regarder, que ce soit pas que moi qui tourne en rond sur un circuit. Donc je suis parti sur une idée de série de vidéos avec la Lotus, où je me suis dit, je vais faire les plus gros circuits du Japon. Tous les circuits utilisés par le Super GT, je vais les faire. Je vais y aller en voiture, je vais tourner dessus comme un âne, et je vais rentrer à la maison. Et je vais tous les faire. Sur un an. Et si tu veux, c'était un truc vraiment fou parce que, avec le recul, c'est difficile à organiser. C'est super dur à organiser. Notamment parce qu'en général, sur les gros circuits comme ça, si tu n'as pas la licence de circuit, tu peux pas rouler dessus. Ah, ok. Ouais. Ou alors, il faut arriver à t'incruster sur des journées organisées, des track days organisés par des shops, organisés par des marques, etc. Mais c'est pas souvent non plus. Donc là, il a fallu à chaque fois trouver une journée en particulier, caler mon propre agenda sur ça, pour pouvoir faire certains circuits. Et je les ai tous faits. J'ai commencé par Fuji, ensuite j'ai fait Sugo, donc tout au nord, à Sendai. J'ai fait Autopolis, donc à Fukuoka, tout au sud. C'était des coups de 11-12 heures de route. J'ai fait Suzuka, j'ai fait Okayama, et j'ai terminé par Motegi. Motegi que j'ai jamais fait, ouais. Pour moi, il en manque un dans les circuits incontournables japonais. Bah, Tsukuba, ouais, je sais. Ouais. Mais Tsukuba, j'ai déjà fait plusieurs fois. Bon, c'est le mec, il est là. Ouais, Tsukuba. Ouais, Tsukuba, c'est que dalle, c'est bon. Tsukuba, ouais, j'ai déjà tourné. Non, mais c'est vrai, j'ai déjà tourné 3 fois dessus. Incroyable. Mais il faut que j'y retourne, ouais. Faut que j'y retourne. Tsukuba, là, pour la petite histoire, la première fois que j'ai roulé dessus, j'ai pleuré. Voilà. Ah ouais, ça m'étonne pas. C'est un délire. Ça a été, j'imagine ce que tu peux ressentir avec ça. Et je suis parti. On a fait 6-7 tours. Il y a eu un drapeau rouge. Je suis rentré. On s'aligne dans les pits. Mon pote Taro, que je t'ai dit, un que je considère comme mon ami, qui était là, il est venu me voir, il me dit ça va et tout. Je l'ai regardé, j'ai roulé à Tsukuba et j'ai pleuré. Ouais. Et c'était un truc fou. C'était un truc fou. Non, mais je te comprends très bien, c'est incroyable. Pour l'anecdote, on se rappelle, je crois même que ça avait fait l'occasion d'une parution dans AutoWorks. Un Français avec sa Civic SB1, je crois, qui avait quitté la France, qui avait foutu un drapeau français sur le capot. Tout ça pour aller rouler au Japon et particulièrement à Tsukuba. Je ne sais pas si c'était un ami à toi. En tout cas, c'est attends. Tout à l'heure, quand je t'ai dit, tu m'as demandé 2 événements qui t'avaient marqué sur cette période, la AutoWorks. Je t'avais dit, il y en a un deuxième que je garde de côté parce que il n'est pas 100% japonais. Donc, je t'ai parlé des étudiants, là. Ouais. Et donc, j'ai pas eu le temps de revenir dessus. Mais le deuxième événement, c'est bien évidemment Georges. Donc, Georges, si tu veux,
ça a toujours été un ami. On a commencé le magazine aussi ensemble. Il nous aidait sur les articles, etc. Et donc, bien évidemment, quand il m'a parlé de son envie de rouler à Tsukuba, je lui ai dit, écoute, faut qu'on fasse ça, quoi. Ah oui, c'est incroyable. Mais c'est un truc de fou. Mais Georges, il est sur notre planète, ce mec. Ouais, c'est pour ça que je l'aime autant. Et donc, il me dit, ouais, j'ai envie de le faire. Et je dis, bah, écoute, moi, je suis de la partie, on va le faire ensemble. Donc, je l'ai aidé à faire toutes les démarches administratives. On a amené la voiture. Donc, il est venu un mois en avance. Il est resté à la maison. Donc, il y avait déjà... moi, j'étais à l'époque avec Amo aussi, le graphiste, et Sylvain. Donc, on était tous les 4 au Japon. Hein. Il n'y avait que Ludo qui était en France, le pauvre. Il était là, et les mecs, vous mettez le seum. Et donc, du coup, il y a sa voiture. On fait les papiers pour l'importation et tout. On fait le carnet à la JAF et tout ça. C'était une usine à gaz. On va chercher sa voiture au port à Kobe. La voiture, les mecs, ils n'avaient pas compris l'histoire de coupe-circuit. Elle avait plus de batterie. Il est sorti du bateau en la poussant. Ils avaient pété les feux. Enfin, en bref. Ouais. La voiture arrive et on savait qu'on devait partir 3 jours plus tard pour Tsukuba. Si tu veux, il y avait la journée qui était organisée. On s'était inscrit. Tout. Donc, on passe chez Osaka JDM à l'époque. Il prépare la voiture vite fait. On n'a même pas eu le temps d'avoir d'assurance parce que c'était le week-end, c'est mal passé. Il avait son capot blanc tout dégueulasse. Je me suis dit, il faut qu'on fasse un truc. Sylvain et moi, on part au Monsieur Bricolage, japonais à côté. Moi, j'achète 2 bombes, une de bleu, une de rouge. On monte en garage, on fait bleu, blanc, rouge. On fait c'est bon. Ah, c'était pas des autocollants? Non. Oh, les sauvages. Jour qu'on a fait ça. et on part comme ça. Donc moi, à l'époque, j'avais la S14 et lui la Civic. Et on part. On part comme ça d'Osaka. On va à Tokyo, on passe par Odaiba. Moi, j'étais bien pote avec les magazines du Mec Option, les G-Works. On s'est arrêté au QG. Ils étaient tout fous. On a fait des photos. En plus, genre, j'ai avec les plaques françaises, donc c'est extraordinaire. On roulait dans Tokyo avec les voitures, c'est un truc de malade. Et on va à Tsukuba. On arrive à Tsukuba. Et on rentre sur le truc, c'était la veille, hein, et le mec nous dit, bon bah ok, c'est là, mais c'est que demain. Et puis on lui dit, ouais, il n'y a pas un hôtel dans le coin où on peut planter une tente, parce qu'on voyageait en tente, si tu veux. Les mecs disent, non, il n'y a rien, en plus les champs et tout, c'est chez les gens, vous ne pouvez pas. Il dit, bah si vous voulez, mettez la tente là. Et en fait, on a planté la Gitoun dans le circuit de Suzuka, juste à l'entrée sous le tunnel là. Maintenant, c'est tout bon là, si tu veux. Hein. Mais à l'époque, il y avait un petit bout d'herbe, et on a dormi dans le circuit, si tu veux, dans l'enceinte. Et donc le matin, bon, je te la fais vite, on roule à Tsukuba, moi je roule avec la S14, lui il roule avec la SB. Et ensuite, ça s'est enchaîné, on n'a pas fait que ça. Hein. On est remonté donc sur Sendai, on est allé à Island qui était fermé, on est allé à Sugo, il a roulé à Ebisu aussi, pendant le Drift Matsuri, donc il était avec la Civic pendant le Drift Matsuri, à rouler à Ebisu. On a passé quelques jours à Sendai, bien évidemment, parce qu'on a des amis en commun là-bas. Hein. Ouais. Et puis on est repassé sur la côte ouest, on est passé sur Niigata. C'est quoi le nom du circuit Niigata? Je sais plus. On a fait tout le tour et puis on est sur Kyoto pendant, je sais pas, c'était 2 semaines quoi, de trip et c'était juste extraordinaire. C'était un des mes meilleurs souvenirs de ma vie. C'est sûr. Et avec les 4 affreux. Il l'a rapatrié en France après la voiture? Ouais, on l'a renvoyé, ouais. Okay. On l'a renvoyé, pareil. Je sais plus si c'était dans le magazine ou si c'était sur sa page. Il me semble qu'il avait un blog ou quelque chose comme ça, ou une page Facebook. Mais il disait quand même que pour cet événement, il avait fait all-in. Il avait tout mis sur la table pour se payer ça. Sûr, ouais. Et c'était quelque chose. C'était l'événement de sa vie, quoi. Ah bah bien sûr. Hein. Puis même, je pense qu'il s'en rend pas. Enfin, peut-être qu'il s'en rend compte, mais bon. Pour nous aussi, c'était l'aventure de notre vie. Moi, c'est l'aventure la plus extraordinaire que j'ai faite de ma vie, c'est sûr et certain. C'est 2 semaines. Incroyable. On a passé 3 mois ensemble, si tu veux, mais c'est 2 semaines de road trip avec les 2 voitures, les galères, les soucis mécaniques, les endroits qu'on a visités, les gens qu'on a vus, la Gitoun tous les soirs, sous la flotte à Nikko, on se réveille avec de l'eau de partout, on puait, on passait nos journées dans les laveries automatiques à sécher les trucs. C'était une aventure. Ouais. Hein. L'aventure, ouais. Ah, génial. Mais tu vois, même moi, regarder en tant que spectateur, ça m'a marqué. Alors vous, c'est clair que j'imagine même pas le kiff
À l'instant T, c'est toujours des galères, mais c'est vrai que 3 semaines, un mois plus tard, quand tu commences à y réfléchir, tu te dis c'était un truc de malade. Et puis après, ça passe à la postérité. Et plus les années passent, plus tu te dis c'était un truc de fou. Je viens de vivre ça avec Goodwood, pour la petite anecdote. Un événement absolument incroyable, ponctué de galères, du délire. J'ai jamais eu autant de galères. Tes stories et tout. L'événement le plus éprouvant de ma vie, j'ai mis 5 jours complet à m'en remettre. Je suis à peu près sur pied aujourd'hui. Je suis fier, je suis droit. Mais crois-moi, quand j'étais dedans, j'ai failli décompenser plusieurs fois avec mes collègues. Et je sais que là, ça y est, après une semaine, on commence légèrement à en rigoler. Et dans 2-3 mois, on se dira, putain, c'était un truc de malade, les gars. Mais t'as bien filmé, j'espère. Alors justement, j'ai pas trop filmé, j'ai voulu... Je me suis dit, pour une fois, tu vois, je fais beaucoup de YouTube, moi aussi. Et je me suis dit, je vais vivre mon truc. Tranquille. Donc, je vais balancer le téléphone et je vais kiffer avec mes potes et je vais en profiter. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment mon événement. Bon, je te cache pas qu'on a filmé hier un épisode de Talk avec mon frère pour débriefer un petit peu toute l'aventure, pour donner des conseils aussi sur Goodwood, l'organisation et tout. Comme ça, au moins, voilà, c'est figé, c'est marqué. On va mettre 2-3 petites vidéos d'incrustation. Mais je voulais pas vraiment passer mon week-end comme un caméraman, tu vois, et me gâcher mon expérience. Ah, t'as eu raison. Faut le vivre. Mais ouais, c'est clair, faut vivre de plus en plus, faut en profiter de ces choses-là parce que ça sent quand même pas très très bon. Ok, bah très bien, et ben génial. C'est marrant d'avoir parlé de Georges, effectivement, parce que pour moi, c'est vrai que c'est un ovni dans l'univers automobile japonais-français. Je suis sûr que c'est un extraterrestre, mec. Ouais, c'est clair. Tu sais qu'on a fait un gros road trip en amoureux aussi il y a quelques années. C'est vrai. On était tous les deux aux States, on a fait, je sais plus, 10 ou 12 États. On a loué une Mustang décapotable, et puis on a roulé tous les deux. Oh, le délire. On s'est fait un trip, je sais plus, 10 jours, 11 jours. Ouais. Et il devient quoi, ce gars-là? Genre, il a toujours 20 ans dans sa tête. Il bosse sur des voitures, trucs privés, trucs à lui. Ouais. Je pense qu'il répondra peut-être mieux que moi, mais il se cherche aussi un petit peu comme beaucoup d'entre nous. Ouais. Le truc, c'est que lui, moi, je suis resté à 25 ans, lui, il est resté à 20 ans, donc... Encore un peu plus foufou, quoi. Encore un peu. Non, mais genre... Tu sais, il y a des... Quand tu roules avec des mecs un peu sur piste, des fois, t'en vois quelques-uns qui sont capables d'enclencher un switch. Mais vraiment, c'est un autre type, quoi. Et si tu veux, mon pote à Sendai, Taro, il est comme ça. Et Georges, il est comme ça. C'est un mec, tu lui donnes ta voiture, elle est flambante neuve et tout. Tu lui dis, écoute, c'est mon bébé, je l'aime, prends-en soin. Il va aller rouler sur le circuit comme si c'était le dernier jour de sa vie. Il oublie. Et ça me revient, j'ai même une anecdote. C'est pas lui qui avait roulé dans un événement à Lurcy que son pare-brise, il avait explosé. Et le pare-brise, il explose, le mec bat les couilles. Il continue de rouler comme un mal. Mais la vidéo, faut que je mette au moins un petit épisode, quelques secondes en incrustation, mais... Elle est phénoménale. Le pare-brise, il explose, il voit que dalle, il s'en fout, il lâche rien, le type. C'est un cinglé. Ah non, mais c'est ça. C'est des gens comme ça avec des Switch. Mais c'est des gens comme ça en compétition, c'est eux qui gagnent. Ouais. Parce que ça, vraiment, faire abstraction de absolument tout, si tu veux. Et ça, ça m'impressionne, parce que ça, j'en suis absolument capable. Il y avait aussi, tiens, ça me revient maintenant, peut-être que tu l'as rencontré, ce gars-là. C'est pareil, un Français qui roulait notamment en compétition au Japon. Je ne sais pas ce qu'il foutait au Japon. Il venait de temps en temps. Je ne sais pas s'il y habitait ou pas. Et il avait fait des courses avec un CRX, un espèce de petit championnat. En France, il roulait avec un EG Ferio de mémoire.
Et c'est un mec qui évoluait un peu comme toi, franco-japonais, on va dire, qui passait beaucoup de temps au Japon. Tu as forcément dû le rencontrer, qui avait un coup de volant plutôt intéressant et qui était dans des coupes Honda, Civic, des choses comme ça. Tu te rappelles pas de ce gars-là? C'est un mec à l'époque de Japan Car et tout ça. C'était un mec un peu C'était pas Franck. déterminant. Franck. Ouais, Franck, oui. Qui roulait avec une EF. Il a fait oui, quelques c'est ça. vidéos haute version, tout ça. Oui. Exactement, bien exactement. Sûr, ouais. Très bien, oui. Ouais, il est toujours par ici, ce gars-là? Il est toujours au il Japon? Il est en France. Hein. Ouais. Non, il n'est pas resté très très longtemps au Japon. Hein. Ok. Mais Franck, en fait, si tu veux, quand j'étais sur Sendai et qu'il a fallu que je trouve des articles à faire un peu en dehors après le tsunami, j'étais rentré en contact avec un shop d'Osaka qui faisait des Civic. Ouais. Et le mec me dit, ça tombe bien, on a un Français aussi avec nous au garage. Je dis, ah bon? Et en arrivant, j'ai rencontré Franck. C'était bien copains. Et quand il a fallu, comme je t'ai dit tout à l'heure, que je déménage de Sendai, que je vienne dans le Kansai, c'était au même moment où Franck et sa femme déménageaient de France pour venir dans le Kansai. Et c'est un peu aussi ça qui m'a décidé, c'est que quand eux ils sont venus, moi j'ai déménagé et on a vécu l'un à côté de l'autre pendant, 3-4 mois. Il a dû repartir assez vite, je rentre pas dans les détails, mais il a dû repartir assez vite, mais pendant 3-4 mois on a quasiment vécu ensemble. Ouais. Oh, génial. Je me rappelle de lui, je crois qu'il était passé au Honda Euromit. C'est une légende dans le milieu de la Honda, oui. Ouais, voilà, c'était assez légendaire. Il avait et puis là, il avait un très 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 bon coup de volant. Ouais. Ouais, ces vidéos, je me rappelle plus s'il faisait des vidéos où il faisait des comptes rendus, mais en tout cas moi ça m'avait marqué parce que c'était quand même assez vénère, quoi. Mais c'était plaisant à voir parce que lui il avait l'air de bien débrancher le cerveau et il mettait la pige à 2-3 locaux, c'était vraiment cool à voir, quoi. Ouais. Il était un peu dans le même état d'esprit que les Kanshozoku sur Osaka. Il avait un truc en moins, ouais. Qui rien, mais... Okay. Ouais, les mecs comme ça, moi, je respecte parce que j'en suis incapable. Bon, génial. Donc YouTube, l'ambition de YouTube, est-ce qu'à un moment ça t'a traversé l'esprit de monétiser et de rentabiliser un petit peu cette partie-là? Bien sûr. T'avais un plan, une direction, une stratégie, une ambition? Oui et non. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'épisode de la Lotus, je me faisais plaisir. Et je me suis dit, tiens, je vais continuer la série. Je vais reprendre une série avec un thème différent, une voiture différente qui touchera peut-être un peu plus de monde. Et c'est là où je me suis lancé dans la Roadster Cup, donc avec une Mazda MX-5 NB. Ouais. Où je me suis dit, même état d'esprit, je vais utiliser YouTube pour me motiver à faire un projet de A jusqu'à Z. Et le partager, et tant qu'à faire, utiliser un outil qui parlera peut-être un peu plus de monde, etc. Donc c'est pour ça que je suis parti sur la NB. Et en cours d'année, je faisais un peu d'autres vidéos aussi sur le côté, soit sur des événements, sur des trucs ou d'autres journées circuits avec d'autres voitures. Et j'ai posté une vidéo sur mon premier rallye. D'ailleurs, tu vois, on parle à 3 heures, là, mais ce matin, j'étais sur la reconnaissance du même rallye il y a 1 an. Génial. Et demain, on court. Et en fait, donc, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que mon pote Flavien, sur la première spéciale du rallye, le dimanche, se crash après 5 virages. Donc du coup, tu vois bien le buzz que ça fait sur la vidéo. Ouais, j'ai vu. Qui a marché. Et la vidéo fait 40K quasiment tout de suite. Et ça me débloque la monétisation sur YouTube. Ah ouais. Ah oui, je regarde la 58 000 vues déjà. Voilà. Alors que tu vois, si tu veux, YouTube, avant ça, j'avais aucune prétention de créer une chaîne, ni de faire beaucoup plus d'abonnés. Moi, ça m'allait. C'était surtout pour moi comme un coach qui me rappelle, voilà, tu as commencé à faire ça, tu vas jusqu'au bout. C'était ça YouTube pour moi. Jusqu'à cet épisode où ça me débloque la monétisation, où je vois le compteur d'abonnés qui grossit un petit peu, où j'ai beaucoup de potes youtubeurs aussi aux US qui se font plaisir, qui voyagent, qui profitent de ça. Je me dis, écoute, il y a peut-être un truc à faire. En plus, avec Work, je commence à tirer la langue. Je me dis, est-ce que ce ne serait pas le moment de me lancer dans quelque chose? J'ai commencé à y réfléchir plus intensément. J'ai eu beaucoup d'aide aussi de mon pote Gabi, qui vit au Japon maintenant, là, qui est très bon en marketing, avec qui on a partagé beaucoup d'idées, etc. J'avais aussi Clément qui me donnait aussi un peu des feedbacks. Et j'ai là, aujourd'hui, un plan pour 1 an de YouTube. C'est-à-dire que j'ai ma liste
de vidéos, de ce que je veux faire, des thèmes que je veux aborder. Bien évidemment, il y avait une série qui tournait autour des jantes. Donc, c'était beaucoup de vidéos éducatives, plus que de circuits, parce que les mecs, c'est bon, ils en ont marre. Il y avait beaucoup de vidéos éducatives sur des produits, sur des jantes, sur des lieux, sur des gens. Il y a tout qui est décliné. Il y a pas les scénarios de chaque vidéo, mais il y a les grandes lignes. On a passé plusieurs mois là-dessus. Ouais. Il y a un business plan, il y a des projections, il y a tout. Il y a une chaîne YouTube d'1 an là, qui est prête. Tu appuies sur le bouton rouge, c'est parti. Et j'étais là. Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Ouais. Et la vérité, c'est que je m'en suis pas senti capable. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un travail extraordinaire. C'est un boulot extraordinaire. Il faut se mettre à fond dedans pendant 1 an, 2 ans, sans être sûr que ça marche. C'est un risque énorme. Quand tu as une famille à nourrir, que tu n'as pas envie d'arrêter tes loisirs du jour au lendemain non plus, tu réfléchis un petit peu, tu te dis, est-ce que je suis capable de passer 2 ans de ma vie à fond, tous les jours, bosser très dur, poser du contenu, créer des choses, pour que dans 2 ans, finalement, soit ma gueule, elle ne plaît pas, soit mes sujets, ils ne plaisent pas, soit ma manière de les présenter ne plaît pas, et ça n'a pas marché, et j'ai rien. Ouais. Et c'est la vérité, je ne m'en suis pas senti capable. J'ai dit, non, c'est peut-être pas le moment. Pour connaître un petit peu le YouTube Game, j'en suis à 10 200 en ce moment, un petit peu plus. Ouais, mais merci. C'est aussi particulièrement injuste. C'est à te dégoûter littéralement de ce que tu fais, YouTube. Donc, il faut vraiment prendre beaucoup, beaucoup de recul parce que des fois, tu poses des vidéos de merde. Tu fais 40 000 vues. Des fois, tu postes une vidéo, tu as passé du temps, tu as construit le truc, tu as fait toute une série. Moi, je pense à ma série Road to Track Day où j'ai refait une Lotus de A à Z et j'avais fait des plans avec un prompteur, avec une ambiance, un environnement un peu à la mode télé. Et en fait, tu te fais fusiller par l'algorithme que les gens te voient même pas. C'est-à-dire que même tes abonnés te voient pas. Donc, c'est horrible et ça te dégoûte. Dur. Et aujourd'hui, YouTube... C'est ça qui m'a effrayé le plus. Ouais, mais c'est ça en fait. Et c'est peu importe le contenu que tu fasses, la qualité, comment tu t'appliques. Si l'algorithme a pas envie de te mettre en avant parce que c'est pas la vision, la stratégie, machin, tout ça, tu ne seras pas mis en avant. Et ça, c'est horrible parce que c'est indépendant de toi et de la qualité de ton contenu. Sur YouTube, particulièrement français, aujourd'hui, le YouTube auto est très pauvre. Tout simplement parce qu'on a des majors qui sont extrêmement bons, type La Boiserie, des gens comme ça qui cartonnent à mort, mais YouTube s'emmerde même pas, si tu veux, à promouvoir les autres. Ils ont leur fer de lance, ils ont les mecs qui veulent pour pouvoir vendre leur publicité, et les autres, crèvent à petit feu. Et moi, j'en connais pas mal, des gens qui ont même entre 10 et 50, 60 000 abonnés. On pourrait dire 60 000 abonnés, c'est bon, le mec, il a réussi, quoi. Mais je prends l'exemple d'un mec qui a 40 000 abonnés sur YouTube, environ 30 000 abonnés sur Instagram. Tu te dis, c'est bon, le mec, il a percé, quoi. Et le mec, quand tu parles avec lui, il bouffe des pâtes tous les mois parce qu'il n'a pas de thunes, il s'en sort pas, parce que YouTube Game Auto, le problème, c'est qu'il faut investir pour avoir du contenu à proposer. Tu peux pas te reposer sur tes lauriers et proposer une Twingo pendant 1 an. Donc, c'est sans cesse qu'il faut de la nouveauté parce qu'il y a de la concurrence. Et en fait, ça te rapporte que dalle. Voilà. Donc, c'est super, super compliqué de garder la motivation de faire des choses. Et moi, à titre personnel, je m'en fous. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Mais c'est vrai que des fois, j'ai des grosses phases de mou, de démotivation où je fais plus rien parce que tu te dis à quoi bon? À quoi bon? Tu regardes ta monétisation à la fin de l'année, tu fais à la fin du mois, tu fais ah ouais, ok, génial. Tout ça pour ça. C'est même pas une histoire d'argent, c'est juste une histoire de voilà, si je passais mon temps à faire autre chose que ce que je fais là, je gagnerais 10 fois plus, quoi. Donc c'est vraiment difficile. Tu crées du contenu et en plus, t'es pas récompensé, jamais, même pas soutenu. Donc YouTube est vraiment traître pour ça. À la différence, un TikTok, un Instagram, tu peux percer beaucoup plus parce que c'est des shorts, c'est des choses comme ça. Mais là, tu consacres une part incroyable de ton temps pour 0 monétisation. Et ça, c'est pareil, c'est limite inconcevable. Il y a des gens qui sont très connus, très suivis avec 100 000 abonnés sur Instagram. Ça leur rapporte 0. Et pourtant, ils y passent des soirées, ils y passent des week-ends à faire du contenu, mais ça rapporte que dalle, quoi.
Donc là, je leur dis chapeau, parce que trouver la motivation de faire quelque chose qui juste fait monter ton compteur d'abonnés, mais qui te rapporte zéro, puisqu'il n'y a pas de monétisation et il y a très peu de sponsors in fine sur Instagram, bah, je trouve ça fou, quoi. Tu vois? Ouais, c'est dur. Il faut soit vraiment faire que par passion, mais c'est vrai qu'il y a un moment, il y a quand même, il y a toujours, après un certain temps, cette notion d'envie de reconnaissance. Voilà. Malheureusement, c'est vrai que des fois, tu vois que le compteur de vues, tu vois que le compteur monétaire. Mais c'est vrai que quand tu y mets tout ton cœur, t'as envie de te dire, ça sert à quelque chose. Et il y a beaucoup de gens qui sont découragés parce qu'ils ne le voient pas. Mais bon. Et c'est pour ça, Ouais. moi, je pense que j'ai eu peur que ça arrive. Et je me suis dit, je préfère Hmm. pas pour l'instant le faire. Ouais. Bon, après, tu peux le faire Mais je vais continuer, hein. ouais, en mode dégradé, mais des vidéos un petit peu moins régulières, mais Ouais, voilà, qualitatives. c'est l'idée. Et Oui. tu vois un Farine de blé, qui est incroyable, qui a percé de fou. Lui, il fait une vidéo par mois, une vidéo tous les 2 mois. Voilà. Et Oui. des gens peuvent percer quand même avec ce niveau de vidéo, ça change pas. Bon, lui, c'est le caractère. Je pense que c'est le personnage qui fait que Ouais, les gens ouais, clairement. accrochent, quoi. Ah ouais, clairement. Là, Clairement, ça il y a c'est une clair. grosse partie de ça, hein. Il y a une grosse Ouais. partie. Oh, ouais, bah après, c'est ce que tu as envie de faire passer, et c'est le personnage que tu as envie de jouer. Mhm. C'est un tout qui fait que ça fonctionne, quoi. Mhm. Ok, bon, ok pour ça. Dernier petit point, peut-être, Ouais. l'avenir. Comment tu vois ton avenir? Quelles sont tes ambitions, tes projets pour la suite? L'avenir, pour être franc, c'est vrai que c'est difficile de vraiment réfléchir. Quand tu vis dans un pays qui n'est pas le tien, où tu as une situation familiale qui n'est pas forcément évidente, qui est un peu volatile, Ouais, c'est dur de vraiment se projeter. C'est dur. Alors que tu aimerais bien, hein. C'est pas que tu aimerais bien, c'est que tu as besoin de voir un peu devant, enfin, d'imaginer devant toi. T'as besoin de te créer cette image. Et quand ouais. tu peux pas, psychologiquement, c'est difficile. Bon, c'est un peu dans l'état dans lequel je suis Hmm. aujourd'hui. Donc l'avenir, on va dire à long terme, c'est 10 ans pour moi. Je le vois pas, quoi. Je le vois pas, je le dessine pas. Ok, Et pour l'instant, le truc auquel je me raccroche surtout, c'est ma passion. Parce que ça, c'est une chose que je peux à peu près contrôler, que je peux à peu près influencer. Donc là-dessus, j'essaie de poser un peu plus mes efforts de réflexion, on va dire. ouais, Et moi, l'idée, ça a toujours été de rouler au maximum avec mes potes. Donc ça change pas. Euh, donc dans le court terme, l'année prochaine, peut-être la Roadster Cup, la faire à plusieurs. Donc là, j'ai Clément qui a acheté une ND. Donc ça va peut-être me faire sauter pas pour aussi moi acheter une ND qu'on puisse rouler ensemble. ouais, Je voudrais faire plus d'endurance avec Jus et Clem. Des endurances de quai, notamment des endurances de quai car, parce que c'est des voitures qui coûtent pas cher, qui sont extrêmement ouais, fun. ouais, Tu peux clairement. les pulvériser, c'est pas grave. Et les endurances, c'est sympa, parce que tu peux rouler à plusieurs en même temps sur la même voiture. Enfin, bon, tu vois, je te fais pas le dessin. Ouais, Et sur un projet, on va dire, un peu plus ambitieux, parce que ça, bon, ça reste des trucs un peu locaux et des trucs que je fais plus ou moins déjà, mais que je voudrais un peu développer un peu plus. Sur des trucs un peu plus ambitieux, j'aimerais bien, dans le même état d'esprit, la vidéo de la série Lotus sur les différents circuits japonais. Élargir un peu ma liste, allonger ma liste de circuits japonais, aller sur des circuits sur lesquels je suis jamais allé, et elle commence à être longue la liste, hein. Et aussi faire des circuits à l'étranger. Donc là, j'ai un circuit, ça reste encore secret. J'ai un circuit qui est en théorie aligné pour la fin de l'année, là, novembre. Et ça se fait, donc il y aura une petite série de vidéos là-dessus, ça va être sympa. ok. J'aimerais beaucoup faire le NUR. Alors non, je l'ai jamais fait. Bah oui, là tu Ah commences bah à être si. loin, hein. Bah ouais, les mecs vont dire, bon, t'as jamais fait le NUR. Bah ouais, non, c'est pas à côté là, hein. Il y a un océan à traverser. J'aimerais bien faire Laguna Seca. Ouais. Ah oui, Ouais, deux, trois trucs comme ça, ouais. Donc ouais. tu vois, c'est des projets. Pour moi, c'est le loisir, enfin, c'est la passion long terme. Hmm. Essayer de faire quelques circuits un peu exotiques comme ça, ce serait bien, ouais. Ça me plairait.
c'est ce qui est normal, on va dire, chez nous. Un Spa, un Nur, des choses Ouais. comme ça. Pour toi, c'est la partie exceptionnelle. Bah Et moi j'arriverais de c'est faire. Tu vois, je voudrais faire Silverstone, Spa, Nur, Manicourt et Monza. Voilà. On c'est en avait bien, parlé avec Georges aussi. tu prends pas les moins chers. Ah bah écoute, tant qu'à faire. Hein. Mais ouais, Ouais. j'en avais parlé avec Georges, après le truc de la Lotus. Je lui ai dit, écoute, et si on faisait pareil en Europe? Il dit, vas-y, viens, on le fait ensemble et tout. Le seul truc, c'est de pouvoir caler ces journées circuits les unes après les autres quasiment. C'est très compliqué. Ça me demanderait peut-être de rester peut-être 3-4 mois sur l'Europe ou de faire des Hmm. allers-retours. Et ça, à l'heure actuelle, c'est impossible. Ouais. Mais bon, un Oh, mur, ça serait puis, bien. Ouais, un petit mur quand même. Quoi. ouais. Mais c'est vrai que même budget. Hein. Enfin, Monza en dessous de 2000 balles, tu trouves pas un track day. Hein. Spa, en dessous de 1500, tu trouves Arrête. rien. Donc, Non. ah, mais bien sûr que si. Monza et Spa, je pense, c'est les deux plus chers d'Europe. Hein. C'est un délire. Hein. Mais Donc, non. tu Comment ils font trouves le des mec pour trucs. rouler là-bas? Bah, ils roulent en Porsche, ils roulent en club Porsche, ils roulent dans des choses comme ça. Mais ouais, Et ouais, tu m'as cassé mon délire. un spa, c'est hors de prix, c'est un truc de malade. Et quand tu payes 800 balles, bah, tu te tapes une journée au mois de novembre où tu es à la limite plus neige, quoi. Non, non, clairement, clairement. Ouais, bah Là, je prends. Hein. Monza et Spa, ça tamponne un truc de Ok, malade. ok, Hein. ok. Bon, on va y réfléchir. Nur, c'est bien, tu payes autour, c'est Ouais. nickel. Mais par contre, Mais ouais, ouais, voilà, donc côté loisir, enfin, côté passion, ce serait un peu l'idée, ouais. Mm. ouais. Bon, ok. Et côté boulot, Ok. bah, je te dis, là, je vais Ouais, tout tu tournes donner de nouveaux projets. sur cette nouvelle boîte, sur Brightloop, parce que j'y crois, parce que il y a un truc à faire. Je pense qu'il y a un truc à faire, notamment au Japon, qui ont 10 ans de retard sur tout. Ouais. Si j'arrive à être un des, je vais pas dire experts, c'est quand même prétentieux, mais un mec qui comprend un peu ce qui se passe dans le domaine de l'électrification, de l'hybridation, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a des trucs à faire au Japon, ouais, parce qu'ils commencent à comprendre qu'il faut mettre plus de moyens. Ouais. Et si toi, tu es capable Ok. d'avoir les connaissances et de leur offrir un produit intéressant, Hmm. j'aimerais être là quand ça se passe. Quoi. Bon, bah nickel. Mm. D'un point de vue japonais, Mhm. l'avenir de l'automobile, le côté angoissant on va dire, de la partie écologie. euh, comment vous voyez les choses, vous? Est-ce que vous passez tout en électrique? Est-ce que vous avez des taxes de malade? Dès que tu roules avec un véhicule essence, on te met un coup de carabine? Comment les Japonais le vivent tout ça? Il y a déjà beaucoup moins cette sensation d'angoisse ou de répression de tout ce qui est un peu sportif, de tout ce qui est un petit peu voiture intéressante. Ils ont quand même une culture automobile, loisir, entre guillemets, passion qui est encore très très forte et très présente. Ouais. Euh, donc les constructeurs savent la cultiver encore. Ils pondent des voitures sportives ou pseudo-sportives de manière régulière. On n'a pas Et cette vous y avez problématique de accès? tact. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, parce que nous, enfin, qui pondent des voitures sportives, modernes, tout ça, c'est génial, on en voit plein. Par contre, on n'y a plus Mhm. accès, parce que nous, c'est 60 000 balles de malus pour acheter une BRZ. Ouais, ouais, j'en ai entendu parler, ouais. C'est dur, hein. Donc, bah, la BRZ est 100 000 euros. Est-ce qu'on se rend Mhm. compte de ce que c'est 100 000 euros? C'est le prix d'un appartement. Ouais. Pour nous, Français, c'est délirant, c'est du délire, tu vois. Tu, Mais tu ouais, vois j'aurais peut-être baissé les bras, moi, tu sais, hein, je t'avoue. Hmm. Hein. Enfin, Tu vois une Yaris GR, Yaris GR, 100 000 balles, mais tu te dis, mais on va où sans déconner? On marche sur la tête. J'ai un abonné à moi là, qui est commercial chez Honda. Il m'a présenté la dernière Honda, là, mhm. quasiment 100 000 balles. Les mecs, ils sont obligés de faire des rabais de 30 000 balles, donc ils perdent 30 La 000 balles. FL5, Bah, la toute dernière, le Tipper, hein. de ouf, avec les énormes Oui, ailerons, avec les pots partout, magnifique, ok. tu vois, elle est incroyable. Ouais. Mais pour le coup, bah, qui peut s'acheter ça? En promo, 77 000 Ouais. balles. Mais tu crois que je vais mettre ça dans une Honda Civic Type R? Mais vous êtes malade. Ouais, ouais. Donc ils en vendent pas. Bah ouais, je sais pas, les taxes, moi, je trouve ça incroyable. J'arrive même pas à comprendre comment les mecs, vous mettez pas le feu Ouais, à Paris, mais bon, c'est. enfin. Non, nous, on c'est- n'a pas ça ici. c'est- Bon, si tu veux, pour reprendre sur le truc du Japon, nous, on n'a pas ça ici. Les constructeurs savent encore cultiver ce plaisir de l'automobile, ce plaisir de la sportive. Euh, euh, le Japon n'a pas cru
au tout électrique. Ok. Notamment parce que Toyota a dit on n'y croit pas. Donc en général, quand Toyota dit quelque chose, tout le monde suit. D'accord. Et ils ont eu le nez creux là-dessus, hein, parce que c'est vrai qu'on a bien compris que c'était pas la solution. Et puis ce qui les a aussi un petit peu aussi sauvés, c'est que le Japon est très lent. Donc quand tout le monde a fait tout électrique, ils ont fait attends, on va commencer à réfléchir. Et les mecs avaient déjà passé la 2 hein, en Chine, tu vois bien comment ça se passe. Ouais. Et quand ils ont vu ça aussi, les Chinois qui ont complètement écrasé le marché de l'électrique, qui contrôlent le marché de la batterie, ils ont compris qu'ils ne pourraient pas faire concurrence à ça et que ce n'était pas intéressant. Donc du coup, ils sont partis un peu sur l'hydrogène. Ils se sont dit, voilà, la fuel cell, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Le problème, c'est qu'ils ont parié sur le fait que l'hydrogène allait baisser, que le coût de l'hydrogène allait baisser, et ce n'est pas le cas. Donc, bon, c'est pas une impasse, mais c'est pas allé aussi vite que ce qu'ils pensaient. Ils développent des voitures de course hydrogène, pour faire un peu avancer la technologie, etc. Et là, on se rend compte de manière globale, je pense que c'est pas que le Japon, de toute manière, que le tout électrique, ça ne pourra pas marcher, qu'il va falloir faire de l'hybridation. Ça peut être plusieurs technologies différentes, hein. Ça peut être de la fuel cell, ça peut être du branché, ça peut être de l'autonome, enfin tout ce que tu veux. Mais qu'il y aura de la place pour tout le monde. Et c'est ça qui est bien, je pense. C'est que les constructeurs se rendent compte tout doucement qu'il y aura de la place pour du moteur à combustion interne, qu'il y aura de la place pour de la batterie, qu'il y aura de la place pour de l'hydrogène. Et ils vont faire des mix comme ça, des micmacs, qui nous permettra à nous de, je pense, j'espère, je croise les doigts, de continuer à profiter de voitures qui ont un caractère un peu intéressant, tu vois. On n'y passera pas à côté, on n'aura plus des voitures 100% MCI, on aura de l'hybridation, on aura des compromis, mais on gardera des voitures intéressantes, je pense. Bon. Et on voit beaucoup d'hypercars 100% électriques qui commencent à sortir à droite à gauche. Et les premiers constructeurs qui ont fait ça se rendent compte que c'est mort-né, parce que maintenant, n'importe quelle boîte chinoise est capable de te faire une voiture de 1000 chevaux. Enfin, tu l'as bien vu, à Goodwood, il y avait la BYD là, qui marche aussi bien qu'une Bugatti, qu'une Rimac ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, ils ont des feedbacks de toute manière des propriétaires qui disent voilà, votre truc, ça m'a arraché 6 fois les cheveux, mais il n'y a aucune âme dans votre voiture, quoi. Donc en fait, maintenant, les mecs reviennent sur du mix MCI, batterie, tout, quoi, pour gagner un peu un caractère. Donc je pense qu'en termes d'automobile passion, on va continuer à avoir des engins intéressants. Il faudra faire des compromis. Mais moi, ça m'alarme pas plus que ça. Bon. Ouais, ok. En tout cas, en étant au Japon, excuse-moi juste pour finir ça, c'est qu'en étant au Japon, j'ai pas une sensation de panique ou de vision très noire de l'avenir automobile. Hein. Ouais. Bon, faut dire qu'en France, ça c'est aussi, à part ces taxes et tout, bon bah là c'est lancé, on peut rien y faire, mais le climat anxiogène c'est un peu calmé, c'est un peu tempéré. Et il y a eu vraiment une grosse course à l'armement électrique Covid, post-Covid. Là, ça se calme sérieusement. Et oui, les gens font marche arrière sur le tout électrique. Et bon, ça fait du bien un peu de souffler un peu. Et on sent que là, on est dans une phase attentiste où les gens attendent de voir ce qui va sortir, comment ça va tourner. Mais il y a moins cette ultra pression des gouvernements, de tout le monde pour dire il faut absolument que tu achètes une bagnole électrique. Par un moment, il y a 2 ans, 3 ans, il fallait, mais tu avais limite le couteau sous la gorge, quoi. On te proposait 6000 balles pour rendre ta voiture, des primes de malade, des machins. Il fallait absolument que tu achètes une voiture électrique. C'était un objectif de vie. Et pourtant, les voitures, tu payais 40 000 € une 208. Enfin, c'était du délire. Mais il fallait absolument, si tu voulais être un bon citoyen, avoir un véhicule électrique. Cette période-là, elle est finie et franchement, ça fait du bien. Bon, ils ont fait la même avec le diesel. Hein. Oui, c'est que des cycles, c'est tout pareil. Enfin bref. Merci à toi pour ce petit point, ta petite vision vue du Japon. Je pense qu'on va conclure gentiment. Est-ce que tu avais d'autres points particuliers à aborder? Je pense qu'on a fait pas mal d'histoires. Ouais, il y a d'autres histoires. Non, je pense qu'on a fait le tour. Il y a des trucs un peu...
trucs un peu principaux, ouais, je pense, sur lesquels on est revenu. Ouais. Bah, disons qu'on est déjà à 6 heures de podcast, donc bon. S'il y a d'autres points à aborder, effectivement, ça fera peut-être l'objet d'un deuxième podcast. C'est comme le podcast avec avec plaisir, Fabsan. On peut... Ouais, bah ouais, putain, là. Vous êtes des cool, gars. C'est génial ton histoire ton projet de podcast, parce que c'est un truc qui m'a toujours plu aussi. Ça permet à des gens d'avoir de la raconter un peu leur histoire et qu'ils ne le feraient pas d'eux-mêmes, parce que bon, bah, c'est pas forcément quelque chose que tu es à l'aise à faire ou quoi que ce soit, mais que tu as quand même envie de partager et que tu vois, c'est le moyen de le faire. Et donc c'est vraiment sympa de le faire. Ouais. Et je pense que tu as aussi les bonnes personnes. C'est cool, ça fait très terre à terre. C'est beaucoup de gens qu'on a rencontrés, qu'on connaît. Il y a des podcasts qui existent avec des stars, des machins et tout. Bon, ben, ça passe 5 minutes, mais c'est vrai que bon, bah, on sent que c'est pas le même monde, alors que là, c'est le même monde, quoi. Oui, bah, c'est ce que je voulais. C'est quelque chose de terre à terre, de connecté avec la réalité, quelque chose qui me parle aussi, parce que à travers ces podcasts, ça raconte aussi une partie de mon histoire. Fabsan qui a été déterminant, toi qui a été déterminant, on pense à un Panta, on pense à... Il y a plein de gens comme ça que... Il y a, comment il s'appelle, Alex de la Team Hurricane, je sais pas si tu as connu à l'époque. TH.net, c'était le forum de malades où où c'était les premiers à faire des runs illégaux sur le périph et tout ça. C'est des mecs qui sont... je ferai tout pour les avoir parce que c'est vraiment des gens qui ont marqué ma vie. Et là, ça parle à génération trentenaire, quarantenaire, ça parle à ces gens-là, à ces passionnés-là. Et à écouter, ça remémore. Moi, j'ai beaucoup de messages ou de commentaires sur Instagram, des choses comme ça, qui disent « Putain, mec, tu m'as rappelé des souvenirs de ouf », parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tourné la page, en fait. Donc, à 20 ans, ils étaient avec nous, ils étaient sur Japan Car, ils étaient dans cet écosystème, ils vivaient là-dedans, ils étaient au Rasso, au Run à Cergy-Pontoise et tout ça. Mais ça, ou à Aulnay. Et en fait, ils ont complètement, vie de famille, tout ça, ils ont complètement occulté cette partie-là, à commencer par Alex de la Team Hurricane. Hein. Moi, je lui ai rappelé des choses et il m'a dit « Oh mec, mais tu me ramènes 15 ans en arrière, mais t'es un fou, mais j'avais oublié tout ça, mais de quoi tu me parles ?» Et ça leur ramène des souvenirs et ça fait plaisir, tu vois. Dire « Putain mec, franchement, j'ai passé une soirée de ouf à écouter ça, on a écouté ça avec nos potes, on s'est remémoré les souvenirs. C'était génial, quoi. » Donc c'est tout l'ambition du podcast et si ça plaît, tant mieux. Bah ouais, continue, hein, c'est génial mec, hein, continue. Eh ben merci à toi. Est-ce que tu veux nous rappeler un petit peu les différents réseaux sociaux là où on peut te retrouver ? Venez me voir au Japon. Venez, on se fait une bouffe, on se fait un circuit ensemble, je vous montre des trucs. Grave de ouf. Ouais. Ah ouais. Me chauffe pas trop quand même. Bon, c'est pas donné les cocos, hein, mais ça vaut le coup. Mais ce qui est cool avec YouTube, c'est que ça m'a permis aussi d'être en contact avec des mecs qui sont venus au Japon, qui m'ont dit on est là, est-ce qu'on peut se voir et tout. Je dis bah vas-y. Et heureusement, il n'y en a pas trop, parce que si on avait tous les semaines, c'est un peu compliqué. Mais de temps en temps, je vois des mecs, tu vois, on partage vraiment la même passion, les mêmes visions et tout. Et on passe un moment ensemble à l'autre bout du monde, c'est génial. Ouais. Mais ouais, viendez et dites-moi. Après, sinon, regardez YouTube. Si l'Instagram il est bidon, je poste que les trucs qui servent à rien. Mais si vous voulez voir un peu, si vous voulez me voir moi, parce que sur Instagram, je poste que les photos où c'est bien. Je vous montre pas l'arrière-plan où il y a des trucs qui se passent bien. C'est normal comme tout le monde. Exactement. Mais si vous voulez me voir moi, venez voir sur YouTube. La série notamment avec la Lotus qui est vraiment pas mal, je pense qu'elle est cool. Ça va permettre de voyager un peu dans tout le Japon et tout. Et puis les autres vidéos, Monster Cup, tout ça. Bakajon in Japan. Bakajon in Japan, ouais, tu tapes juste Bakajon, c'est bon. Et j'ai fait un peu de tri aussi, toutes les vidéos on-board. En fait, j'ai une sub-channel maintenant que personne ne connaît parce que j'en parle pas. Et donc, il y a moins de cracra sur ma chaîne principale. Avant, c'était tout mélangé. Tu avais les vidéos un peu storisées et les on-board où il se passait rien. Et là, j'ai séparé. J'ai fait une chaîne à part pour toutes les on-board. Et donc, la chaîne Bakajon, elle est un peu plus clean maintenant. Donc, c'est pour les trucs. Ok, bon, bah génial. Très bien. Un grand merci à toi pour ton temps. Merci à toi, Julien. C'était cool. Ça va, ça n'a pas trop dépassé. C'était bon.
Non, c'est nickel, on est bien. Franchement, Ok. nickel. Moi, ça Super. m'a rappelé pas mal de souvenirs aussi. Ça m'a donné 2-3 idées au passage. Ben, Donc moi ça, c'est aussi, vraiment, j'adore raconter vraiment ça. génial. Et puis, n'hésitez pas, les amis, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi, c'est julien.com sur Instagram, c'est julien.com sur à peu près tout, dans tous les cas. Vous pouvez retrouver ce podcast en version full audio sur toutes les plateformes de streaming. Donc, c'est aussi... non, c'est même plus simple, c'est garage.com podcast. Vous tapez garage.com podcast, vous allez trouver donc sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Android Podcast et toutes ces plateformes-là. N'hésitez pas naturellement à laisser un commentaire, à liker, à reposter en story, repartager, nous donner un petit peu de force si vous êtes des vrais. Partagez à fond, les ça- cocos. Exactement, parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, ça nous fera plaisir. JC, un grand merci à toi. Je te dis Merci à toi, Jules. bonne chance journée. pour... Ouais, bonne journée, Tu vas prendre bonne ton journée café, là, pour tu vas te moi. réveiller doucement. Ouais, c'est ça. Bonne soirée pour toi et puis je te souhaite le meilleur Merci, pour la suite. Merci à Merci toi. beaucoup, mec. À bientôt. Allez, Ciao, à la ciao. prochaine. Ciao. Bye, les cocos.